C'est parti pour le live. Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, on fait un live directement sur les archives judiciaires en France de l'Ancien Régime à la Révolution. Donc jusqu'en 1789 et après la Révolution pour les archives en série U. Donc les archives contemporaines, l'époque moderne, donc de 1789 à 1958. Voilà, donc si vous avez des questions, aujourd'hui, vous pourrez les poser dans le chat et je fais également un live avec un diapo sur Facebook, sur la page Facebook de l'étude et vous pourrez le retrouver ensuite sur Instagram. Voilà, donc les archives judiciaires en France. Déjà, est-ce que vous avez des questions concernant le début? Je vais mettre la petite musique qui accompagne cette présentation, juste le temps que je la trouve. Voilà, elle est ici, la petite musique. Bonjour à tous les deux. Déjà, est-ce que vous savez qu'il y a énormément d'archives qui ne sont pas consultées, donc les sacs à procès, concernant la série B? Bonsoir, j'attends que tout le monde arrive pour bien commencer la présentation. Voilà, bonsoir à tous. Alors, on va commencer la présentation sur les archives judiciaires en France. Donc, la première question, c'est déjà, est-ce que vous avez trouvé un crime dans votre généalogie dans le chat? Dites-le moi dans les commentaires. Donc, je vais vous expliquer directement les différents ressorts des juridictions à partir du Moyen Âge, du coup, jusqu'à 1789 pour la série B. Comprendre les concepts fondamentaux. Donc déjà, qu'est-ce qu'une juridiction? Une juridiction, c'est un tribunal compétent pour juger une affaire selon sa nature et son territoire de compétence. Qu'est-ce qu'un parlement? Parce que bien évidemment, les affaires les plus graves étaient jugées au Parlement. Le Parlement de Toulouse, pour les affaires concernant tout l'Occitanie et directement le Sud-Ouest, mais également le Velay et l'Ardèche. Et oui. Le Parlement, c'est la Cour souveraine de justice de l'Ancien Régime, distincte du Parlement politique. Elle rend des arrêts définitifs. Et les archives judiciaires, donc la série B pour l'Ancien Régime et série U pour les juridictions modernes de 1790 à 1958. L'évolution du vocabulaire judiciaire. Avant 1789, on parlait d'une sentence, d'un arrêt, de la haute justice, d'une information judiciaire, d'un écrou pour les prisonniers. Et après 1789, on parle alors d'un jugement, d'un acte d'accusation, d'une instruction criminelle, d'un casier judiciaire. Cette transformation du vocabulaire reflète la modernisation profonde du système judiciaire français lors de la Révolution, marquant le passage d'une justice d'Ancien Régime vers une justice codifiée et uniforme. La justice sous l'Ancien Régime. Avant 1789, la France connaît un système judiciaire complexe et éclaté, organisé en plusieurs niveaux de compétences selon des principes féodaux et royaux. Au premier niveau, on retrouve les parlements, les cours souveraines, donc le plus haut. Ensuite, on trouve la justice royale, les bailliages, les sénéchaussées. D'où le bailli, la maison du bailli, la maison de celui qui tient les lois. La justice seigneuriale, les litiges locaux, la haute justice. Et enfin, la justice ecclésiastique, pour tout ce qui est officialité, enquête sur les dispenses et l'inquisition, bien sûr, religieuse. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Ensuite, on a également la justice donc seigneuriale et royale. La justice seigneuriale, elle est exercée par les seigneurs sur leurs terres. Elle traite les litiges locaux entre les vassaux. Certains seigneurs détiennent le droit de haute justice, leur permettant de prononcer alors la peine de mort. La basse justice, c'est des amendes, des contraventions, tout ce qui concerne les impayés. La moyenne justice, c'est les délits mineurs, et la haute justice, bien évidemment, les crimes capitaux, les crimes de sang.
La justice royale, organisée par le pouvoir royal pour affirmer son autorité face aux justices seigneuriales. Elle s'articule autour des bailliages au nord et des sénéchaussées au sud. Complétée par les présidiaux pour certaines affaires. Bailliages et sénéchaussées, les présidiaux, ils ont été créés en 1552 et les juridictions spécialisées. La justice ecclésiastique. L'Église dispose de ses propres tribunaux pour juger les affaires touchant à la foi, aux mœurs et au clergé. Ces juridictions ecclésiastiques exercent alors une influence considérable sur la société d'Ancien Régime. Les officialités, on peut parler des tribunaux épiscopaux jugeant les causes matrimoniales, les affaires de mœurs du clergé et les questions de discipline ecclésiastique. Les tribunaux de l'Inquisition, les juridictions spécialisées dans la répression de l'hérésie, du blasphème et de la sorcellerie, évidemment, puisque c'est les inquisiteurs qui font la chasse aux sorcières. Et c'est une croyance, ça n'a pas commencé au Moyen-Âge, mais à la fin du Moyen-Âge, au tout début. Du coup, particulièrement actif du XIIIe au XVIIIe siècle. Donc, on peut dire que les inquisiteurs étaient actifs au XIIIe siècle jusqu'au XVIIIe. Mais les chasses aux sorcières, c'est vraiment à la fin du Moyen-Âge qu'elles ont débuté. Les documents de l'Ancien Régime. Donc, la série B, elle comporte aux archives nationales et départementales, elle conserve une riche documentation sur les juridictions d'Ancien Régime, témoignant de la complexité du système judiciaire de l'époque. Donc, on retrouve les registres d'audience, les procès-verbaux des séances des tribunaux, consignant les plaidoiries, les témoignages et décisions rendues au quotidien. Bien évidemment, on trouve ça dans les sacs à procès, d'où l'expression « l'affaire est dans le sac ». Bonsoir Corinne, bonsoir à tous. Les procédures criminelles, les dossiers complets incluant les interrogatoires des accusés, les confrontations entre témoins, les expertises et les sentences prononcées, les registres d'écrou, les listes nominatives des prisonniers avec leur identité, le motif d'incarcération, la durée de détention et le devenir judiciaire de l'accusé. Les arrêts de parlement, les décisions des cours souveraines en matière civile et criminelle, constituant alors la jurisprudence pour l'ensemble du royaume. L'affaire des poisons, une affaire très très célèbre dont on peut parler, qui s'est déroulée de 1679 à 1682. Cette grande affaire criminelle illustre le fonctionnement de la justice d'Ancien Régime face aux crimes touchant la haute société. La Chambre ardente, le tribunal d'exception créé par Louis XIV, juge les accusations d'empoisonnement et de sorcellerie. En 1679 est alors créée la Chambre ardente au Parlement de Paris pour juger les affaires d'empoisonnement. Donc on peut retrouver évidemment ces procès aux archives nationales. Ensuite, on a en 1680 l'arrestation de la marquise de Brinvilliers et de nombreux complices dans un réseau d'empoisonneurs. En 1681, on a une dizaine d'exécutions publiques, incluant nobles et bourgeois, compromis dans l'affaire. On a également, en 1682, la dissolution de la Chambre ardente après avoir rendu 319 arrêts et prononcé 36 condamnations à mort, dont celle de la voisin, évidemment, qui est très connue. Les procès de l'Inquisition. Du XIIIe siècle au XVIIIe siècle, les tribunaux de l'Inquisition jugent alors l'hérésie, le blasphème et la sorcellerie. Ces procès, documentés dans les archives ecclésiastiques, révèlent les mentalités et les peurs de la société médiévale et moderne. Les crimes jugés, l'hérésie pour les cathares, les vaudois, le fait de ne pas croire à la foi catholique, le blasphème et le sacrilège, la sorcellerie et la magie, l'apostasie et la relapse. Les peines prononcées, pénitence publique, confiscation des biens, prison perpétuelle et remise au bras séculier pour être condamné au bûcher. Ensuite, on passe vers la transition révolutionnaire. Donc on se passe de 1790. Une justice nouvelle. La Révolution française a marqué une rupture fondamentale dans l'histoire judiciaire. Les juridictions d'Ancien Régime, symboles de l'inégalité et de l'arbitraire, sont alors abolies pour faire laisser place à un système uniforme et démocratique. Donc on supprime, on abolit les parlements, les bailliages et les justices seigneuriales. On crée des justices de paix, des tribunaux de district et criminels. On fait l'unification. La même justice pour tous les citoyens sur tout le territoire. On est alors sur une organisation judiciaire moderne. Après 1789, la France se dote d'un système judiciaire hiérarchisé et spécialisé, codifié sous l'Empire et perfectionné tout au long des 19e et 20e siècles. Cette organisation perdure largement aujourd'hui. On a d'abord la Cour de cassation qui contrôle la loi, la Cour d'appel pour les jugements en appel. Donc tout ça, vous avez compris, c'est en série U.
Ensuite, on a la cour d'assises pour les crimes graves à partir de 1810, les tribunaux spécialisés pour le tribunal civil, correctionnel. On a aussi le tribunal de commerce, les prud'hommes. Et bien sûr, on a la justice de paix. La justice de paix, on n'y pense pas forcément, mais c'est la justice cantonale. Elle a été mise en place de 1790 à 1958. La justice de paix, c'était pour tous les petits crimes, tous les petits délits, les vols, les larcins, jeter des pierres sur les voisins, jeter des pierres directement sur les maisons, voler un chien. Voilà, tout ça, c'était la justice de paix. Donc tout ce qui n'est pas crime de sang. On continue, les juridictions spécialisées. On a donc le tribunal civil qui juge les affaires civiles importantes, les successions, les divorces, les contrats, la propriété immobilière, la compétence générale en première instance pour les litiges entre particuliers, donc les petits délits. Ensuite, on a le tribunal correctionnel, qui traite les délits punis de peine d'emprisonnement ou d'amende. Vol, coups et blessures, escroquerie, fraude, juridiction intermédiaire entre la police et la cour d'assises. Le tribunal de commerce, spécialisé dans les litiges commerciaux, faillites d'entreprise, conflits entre commerçants, composé de juges élus par les commerçants eux-mêmes. Ensuite, on a le conseil des prud'hommes, la juridiction paritaire pour les conflits du travail entre employeurs et salariés, les licenciements, les salaires impayés, la condition de travail. Bien sûr, on va passer donc aux cours d'assises. Elles sont créées en 1810. Les cours d'assises jugent les crimes les plus graves, donc elles sont créées sous Napoléon Ier, avec l'assistance d'un jury populaire. Elles marquent l'introduction de la participation citoyenne dans la justice criminelle française. Elle est composée de 3 magistrats professionnels, de 12 jurés tirés au sort, du ministère public qui est donc le procureur et d'un avocat général. Les compétences de la cour d'assises, meurtre et assassinat, viol et crimes sexuels, elle juge également les incendies volontaires et les vols avec violence. Les débats publics et contradictoires des cours d'assises constituent un spectacle judiciaire qui passionne l'opinion publique tout au long du XIXe siècle. On a également donc la justice de paix, donc pour les petits délits, les délits de voisinage, la justice de proximité. Institution révolutionnaire par excellence, la justice de paix incarne l'idéal démocratique d'une justice accessible à tous, proche des citoyens et privilégiant la conciliation aux procédures contentieuses. Donc on a la conciliation, le rôle prioritaire d'apaiser les conflits avant tout procès. On a également la proximité, un juge unique dans chaque canton, proche des habitants. On a également la simplicité, les procédures simplifiées sans formalisme excessif. Donc tout ça, c'est ce qu'on retrouve en série U. Évidemment, la série B et la série U ne sont pour la majeure partie d'entre elles pas numérisées. Il faut aller donc sur place aux archives départementales ou aux archives nationales. Les compétences de la justice de paix, donc matière civile, litige de voisinage, bornage, mitoyenneté, petites dettes et créances, conflits sur salaire et baux ruraux, tutelle et conseil de famille, succession simple. Et au niveau de la police, contravention mineure, tapage nocturne, braconnage et délits forestiers, dégradation légère. D'ailleurs, pour la police de proximité, on peut également trouver ça en série 3M, en plus de la série U. La justice de paix traite alors les conflits du quotidien rural et urbain, reflétant les préoccupations concrètes des Français ordinaires. On a donc les archives de la justice de paix. Les fonds de la série U constituent une mine d'informations pour les historiens et les généalogistes. Les dossiers de tutelle notamment révèlent des arbres familiaux complets avec liens de parenté, métiers et témoins. On a les registres de conciliation, les tentatives d'arrangement à l'amiable entre parties, révélant les conflits quotidiens et leur résolution. Les plumitifs d'audience, qui est un peu moins connu, les résumés chronologiques des affaires jugées, avec le nom des parties et la nature des litiges. Les jugements civils, les minutes originales des décisions rendues en matière civile et simple police. Le dossier de tutelle, véritable trésor généalogique, elle concerne les noms, les filiations, les métiers et les inventaires après décès, les témoins concernant les successions. Et également les tutelles pour les personnes qui sont mises sous tutelle. La carte des parlements d'Ancien Régime. Les 13 parlements de France exercent leur juridiction sur des ressorts géographiques étendus, déterminant les appels des juridictions inférieures selon une logique territoriale complexe. On a d'abord le Parlement de Paris. Le plus ancien et prestigieux couvre l'Île-de-France, l'Orléanais, la Champagne et le Berry. Il siège au Palais de la Cité. On a le Parlement de Toulouse, dont j'ai parlé tout à l'heure, juridiction sur le Haut-Languedoc, le Quercy, le Rouergue, le Foix,
le Vivarais en Ardèche et le Velay en Haute-Loire. On a également le Parlement de Bordeaux, qui est compétent pour la Guyenne, la Gascogne et le Périgord, importants centres judiciaires du Sud-Ouest. Et on a également le Parlement de Rennes, juridiction sur toute la Bretagne depuis 1561, symbole de l'autonomie juridique bretonne. Exemple concret de compétences territoriales. Donc, on a directement plusieurs juridictions sous l'Ancien Régime qui s'illustrent par des cas précis, montrant comment un crime local pouvait remonter jusqu'aux plus hautes cours du royaume. On a par exemple un exemple d'un crime à Aubenas, qui est donc jugé au Parlement de Toulouse. L'appel possible au Parlement de Toulouse malgré la distance géographique. On a le crime au Puy-en-Velay, pareil, ressort du bailliage du Puy, relevant alors du Parlement de Toulouse pour les affaires criminelles majeures, donc tout ce qui est crime de sang. On a les crimes à Valence, dans la Drôme, territoire sous juridiction du Parlement de Grenoble, illustrant les découpages parfois surprenants des ressorts parlementaires. Évidemment, ça faisait partie du Dauphiné. Les documents modernes en série U. La série U des archives conserve la documentation des juridictions créées après 1790, offrant alors un panorama complet de la justice moderne française jusqu'en 1958. Après 1958, on passe en série W, les archives contemporaines. Ces archives documentent l'évolution de la société française, les dossiers correctionnels et criminels, les minutes de jugement civil, les procès-verbaux de gendarmerie, les registres d'écrou, des prisons, avec l'identité et le signalement des détenus, les dossiers de faillite, les conflits prud'homaux et les affaires de tutelle. On va donc parler des registres d'écrou. Où les trouver aux archives? Alors, il y a plusieurs possibilités. On peut les trouver en série U, mais on peut également les trouver en série Y. Et c'est cette série dont je vais parler maintenant. La Révolution impose une tenue obligatoire d'écrou pour toute maison d'arrêt. On les trouve dans la série U. La série 2U pour la justice de paix, les petites peines, les amendes. On retrouve également en série 3U pour les tribunaux de première instance, parfois quelques écrous annexés. La série 4U pour les tribunaux correctionnels et criminels, les dossiers avec mandat et écrou. La série 5U pour les cours d'assises, etc. Mais également, bien sûr, la série Y, qui est une série spéciale qui concerne l'administration pénitentiaire et les établissements pénitentiaires. C'est là que se trouvent le plus souvent les registres d'écrou des prisons départementales et centrales. Donc, pour la période de 1790 à 1958, les écrous se consultent généralement en série Y et parfois en série U. Du 19e au 20e siècle, donc on est en série Y, et la grande série de référence, les registres d'écrou de maisons d'arrêt, les maisons centrales, les colonies pénitentiaires, les bagnes métropolitains, les registres d'écrou des prisons départementales jusqu'aux années 1950. On y trouve aussi les registres d'écrou militaires, le bagne de Brest, de Toulon, de Rochefort, conservés en partie au service historique de la défense en série CC ou sous-série maritime. On a bien évidemment les écrous coloniaux, le bagne de Cayenne en Nouvelle-Calédonie, conservé. On a donc le bagne de Cayenne en Guyane et le bagne en Nouvelle-Calédonie, conservé aux ANOM en série H. Après 1958, on a la réforme judiciaire, la loi du 22 décembre 1958. Les registres d'écrou modernes relèvent alors de la série W, les archives contemporaines, déposées par les préfectures ou les services pénitentiaires. L'accès est souvent restreint pour des raisons de vie privée. Le contenu type d'un registre d'écrou, quel que soit le siècle avec l'enrichissement progressif. On a l'identité, le nom, le prénom, l'âge du détenu, le lieu de naissance et le domicile du détenu, sa profession, son état civil, s'il est célibataire, marié, veuf, son signalement physique, sa taille, ses cheveux, sa couleur de cheveux, donc ses yeux, ses cicatrices éventuelles, ses tatouages, surtout au XIXe siècle. La date et le motif de l'écrou, la juridiction ayant condamné sa peine, la peine prononcée, et la date et motif de sortie, fin de peine, grâce, transfert, décès. En synthèse, donc, pour cette présentation, on peut dire que c'est un miroir de la société française. Sous l'Ancien Régime en série B, on a une justice qui est alors éclatée, un vocabulaire spécialisé, des bûchers de l'Inquisition aux grandes affaires comme l'affaire des poisons. L'Ardèche et la Haute-Loire sont jugés sous le Parlement de Toulouse. Ensuite, sous la Révolution, à partir de 1789-1790, c'est l'abolition des anciennes juridictions, la naissance d'une justice unifiée et démocratique, la rupture fondamentale dans l'histoire judiciaire. Enfin, au XIXe et au XXe siècle, on passe en série U. Donc la justice moderne hiérarchisée, le vocabulaire codifié, la cour d'assises, les prud'hommes, les tribunaux de commerce, justice de paix jusqu'en 1958.
En conclusion, pour l'historien comme pour le généalogiste, ces archives judiciaires offrent un miroir vivant de la société française, des querelles de bornage aux grands procès criminels, des conflits du travail aux affaires de famille. Elles relèvent des mentalités, des peurs, des espoirs et les transformations d'une nation en perpétuelle évolution. La fameuse Rose Contasso pourrait être dans cette série. Laquelle? Laquelle, Corinne? La série U? Oui, elle pourrait être dans la série U si effectivement elle avait commis des délits. Si elle était aussi une prostituée, on pourrait éventuellement la trouver dedans. Une personne incarcérée était-elle inscrite aussi sur les actes d'état civil? C'est-à-dire, soyez plus précise dans les commentaires. Une personne incarcérée est-elle inscrite aussi sur les actes d'état civil? C'est la question que je ne comprends pas. Parce qu'une personne incarcérée, elle a forcément un état civil, donc elle est directement inscrite à l'état civil, et quand elle meurt, elle est aussi inscrite à l'état civil pour son décès, comme toute personne. Oui, bien sûr. Si elle meurt en prison, elle est inscrite directement sur le registre des décès. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à intervenir dans le chat. Ce qu'on va faire aussi, c'est que je vais vous parler donc de Gallica et de Retro News. Gallica et Retro News permettent de retrouver pas mal d'affaires criminelles. Donc là, on va aller sur Gallica. Voilà. Et donc sur Gallica, on va aller chercher des affaires criminelles. Ah, en espérant que Gallica fonctionne. Oui, c'est bon. Donc déjà, on va mettre un crime qui a eu lieu à partir de 1790. Bonsoir Savoie, acte généalogie. Et je vais vous montrer comment on cherche un crime directement sur les archives de Gallica. Donc vous mettez le mot-clé, vous mettez directement l'année que vous recherchez, ou le nom d'ailleurs. Voilà, donc je vais vous lire le crime qui a eu lieu en 1859. Donc ça vient du journal de Lyon, Le Progrès. Donc je vais vous lire ça, je suis en train de zoomer pour vous montrer un petit peu les différents types de crimes qu'on peut trouver dans la presse. Donc là, on est sur un journal qui date du 6 novembre 1896, donc on est à la fin du 19e. Un crime mystérieux. Le Progrès annonçait hier qu'un crime avait été commis à Bouget-Chambalu, canton de Roussillon, donc on se trouve en Isère. Voici de nouveaux détails sur cette mystérieuse affaire. Lundi soir, entre 8h et 9h, le nommé Michel Lagouille, dit Rémy Guillon, marchand de chevaux, domicilié au hameau de Murinet, commune d'Épinouse dans la Drôme, venant de la foire de Roussillon, s'arrêtait au café d'Erne à Bouger jusqu'à 10h. À cette heure, il montait dans sa voiture pour regagner son domicile. Arrivé au mas de Barbaran, près du torrent le Dolon, à 1 kilomètre environ de Bouget-Chambalu et de sa demeure, il a dû être saisi et jeté à terre par plusieurs individus qui l'ont violemment frappé avec le pied et un instrument contendant, lui faisant de graves blessures à la tête et au bas-ventre. Le cheval a continué sa route, mais le malheureux Lagouille, incapable de se relever, est resté étendu sur la route sans connaissance. Le lendemain matin, à 5 heures du matin, le nommé Blin, domestique, allant au champ, a découvert la victime. Il s'est alors empressé d'en informer immédiatement les voisins. Monsieur Guillon et Ré, qui à l'aide d'un char à bras ont transporté Lagouille à son domicile, où il expira à 10 heures du matin, n'ayant prononcé dans son agonie que quelques paroles incohérentes, incapable de donner le moindre indice sur les coupables de cette sauvage agression. Le docteur Ray de Jarcieux, mandé à la hâte, a constaté le décès, attribué à une congestion pulmonaire occasionnée par le froid et l'ivresse, à la suite de graves blessures et d'une tentative de strangulation. La tête était horriblement ensanglantée et mutilée, et les nombreuses blessures permettent ainsi de supposer que les auteurs de cet horrible meurtre se sont acharnés sur leur victime avec une sauvagerie inouïe. La gendarmerie de Morat-en-Valoir, prévenue, a immédiatement télégraphié au parquet de Valence et de Vienne et à la gendarmerie de Borpère. Donc, l'affaire a été jugée avec la justice directement série U.
La gendarmerie de Maurras, prévenue, a immédiatement télégraphié au parquet de Valence et de Vienne et à la gendarmerie de Borpère. Le lendemain, mercredi, le parquet de Valence, M. Mendes, procureur de la République, Moyer, juge d'instruction, le docteur Chalvet, médecin au rapport, Royonnaise, brigadier de gendarmerie de Maurras, arrivaient à Épinouse et se transportaient au domicile de Michel Lagouy pour l'instruction de cette affaire et l'autopsie du cadavre qui a donné le résultat ci-dessus. De nombreux témoins ont été entendus par le parquet qui est reparti le soir même à Valence après avoir donné le permis d'inhumer. Simultanément, le parquet de Vienne, donc en Isère, par maître Bourgeon, procureur de la République, Bachelin, le juge d'instruction et son secrétaire Drat, maréchal des logis de la gendarmerie de Borpère, le juge de paix de Roussillon, donc là on est sur la justice de proximité, arrivaient à bouger et ouvraient à une instruction après s'être rendus sur les lieux du crime. Plusieurs personnes qui se trouvaient en même temps que Lagouy au café d'Erne le soir du crime ont été entendues, mais aucune n'a pu apporter le moindre éclaircissement pouvant mettre la justice sur la trace des coupables. Jeudi, le parquet de Vienne, continuant ses recherches, a de nouveau entendu plusieurs témoins, mais leur audition n'a donné aucun résultat. Le plus profond mystère plane alors donc sur cette affaire, dont l'instruction sera longue. Toutefois, avec l'activité déployée par la justice, espérons que la lumière parviendra à se faire et qu'avant peu, les coupables seront entre ses mains. Comme on le pense, ce crime a causé une profonde émotion dans la paisible localité de Bouget-Chambalu, peu habituée aux descentes de justice. On ignore le mobile de ce crime qui ne peut être qu'un acte de vengeance, la victime n'ayant pas été dépouillée de l'argent qu'elle portait sur elle. Voilà ce qu'on peut lire dans la presse ancienne. Donc maintenant, ce que je vais vous dire, c'est que si vous avez une vieille affaire sous l'Ancien Régime, vous pouvez retrouver cette affaire criminelle sur les archives de Haute-Garonne, si bien évidemment c'était sur les juridictions qui étaient jugées par le Parlement de Toulouse. Donc là, on va aller faire un tour sur les archives de Haute-Garonne et on va lire des affaires criminelles. N'hésitez pas, hein, si vous avez des exemples concrets à me donner dans le chat, qu'on regarde ensemble ce qu'on peut trouver sur la presse ancienne. Et bien sûr, sur les archives du Parlement. Alors, on va aller sur les archives de la Haute-Garonne. On va aller voir les sacs à procès, en espérant que ça fonctionne. Parce que hier, le site ne fonctionnait pas. Ça fonctionne. C'est parfait. Donc, on va aller mettre un fait qui a eu lieu au Puy-en-Velay. Alors, le puits. Normalement, on a la liste, ça sera plus simple pour pouvoir trouver. À la porte du grenier à sel de la ville d'Annonay. Non, nous, on veut pas ça, on veut le puits. Alors, le Puy-en-Velay, qu'est-ce qu'on a sur le Puy-en-Velay? On doit en avoir un paquet des affaires criminelles. Je vous conseille vraiment d'aller voir les sacs à procès, c'est hyper intuitif. Alors voilà, le puits Haute-Loire. C'est parti. On va mettre ça. Le puits en Haute-Loire. On va mettre les deux parce qu'ils ont mis deux fois le Puy-en-Velay. Et on va regarder ce qu'on trouve comme crime. Voilà, si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas. Pareil sur Facebook. Alors, voilà, on a le 9 janvier 1687 une plainte à la Cour royale et commune de la ville du Puy de Jean Rochet, du Puy-en-Velay, contre les personnes qui l'ont blessé d'un coup d'épée alors qu'il portait secours à une voisine en dispute, elle-même agressée. Au nombre de ceux-là se trouve Vidal Martin, Arsac, dit Vinçon. C'est lui, semble-t-il, qui a donné le coup d'épée. Peu après l'incident, le blessé Jean Rochet est décédé. La procédure est alors à l'extraordinaire. La sentence est donnée le 17 septembre 1689. Galère à perpétuité pour Martin. En 1699, l'affaire a une suite à Toulouse, avec une supplique de Martin Arsac, pour lors en prison à la conciergerie. Il est dit qu'il a été tenu en geôle près de 2 ans, puis qu'il a été aux armées, au service du roi, dans la compagnie de Piémont, et qu'il a eu son congé le 16 février 1797. Le Conseil du roi, par lettres royaux de décembre 1699, casse la procédure conduite à son encontre.
Là, il y a un problème parce qu'ils disent le 16 février 1797. Je pense qu'ils ont voulu dire le 16 février 1697. C'est juste une erreur, hein, bien sûr. Bonsoir Lily. Le 3 octobre 1763, on a alors une plainte du procureur du roi au Puy-en-Velay contre une bande de voleurs opérant dans la ville. Sont en cause un certain Poul, qui a alors 16 ans, Claude Delolme, 27 ans, Antoine Gramounet, 18 ans, et Marie Aujalas, 44 ans, soupçonnés d'être des receleurs. De multiples vols sont alors évoqués. Les récollements et les confrontations sont alors mis en place. La sentence est alors prononcée le 1er septembre 1766, donc 3 ans plus tard. Par contumace, donc Poul est alors condamné au fouet. Contumace, ça veut dire qu'il n'est pas présent pour son procès. Et il est condamné à avoir la marque V gravée sur son corps au fer rouge et banni à 3 ans du royaume. Delolme et Gramounet et Marie Aujalas sont fustigés, sont marqués par la lettre V et bannis 3 ans du ressort de la cour. Et ils rigolaient pas avec les peines à l'époque. Hein. Ensuite, on a Alexandre, 24 ans, ancien clerc des Jacobins, et François, 17 ans, berger, qui sont 2 enfants élevés à l'Hôtel-Dieu du Puy. Les sœurs perquisitionnent et trouvent dans leur chambre 14 chemises, une paire de draps de l'Hôtel-Dieu marqué H, 2 poules mortes, 2 traversins, une cuillère à ragoût en argent. François est accusé de vol dans les maisons dans lesquelles il a servi comme valet. Jugement, il est alors battu avec Alexandre. Il est battu et fustigé. Il est marqué de la lettre V. Il est banni 3 ans et condamné à 100 sols d'amende et restitution des objets. Heureusement, il n'est pas condamné à ce qu'on lui coupe la main. Des voleurs se sont introduits par effraction chez la baronne de Mideberg pour remporter du linge de maison. Ça, c'est des petits larcins. Ensuite, on a le 14 juillet 1786, donc 3 ans avant la Révolution, 6 prisonniers qui se sont évadés de la prison du Puy après avoir brisé la porte du cachot et franchi le mur de la cour avec des draps et des couvertures en guise de corde. Il s'agit de Benoît Ventalou, dit Chaud d'Oreille, Pierre Malartre, Mathieu Faure, Michel Talaron, François Déhérin et Joseph Mazaudier, dit Babet. Talaron et Malartre sont repris. Procédure extraordinaire et on ne connaît pas la sentence. On a des dettes d'héritage, on a des héritages directement avec des meurtres. Voilà, on a plein de types de délits différents au niveau des crimes. Voilà. Si vous avez des questions dans le chat, je vous écoute. Hein. On va aller voir également sur Annonay, du coup. Qu'est-ce qu'on a sur Annonay? Alors, à la porte du grenier à sel de la ville d'Annonay, qu'est-ce qui s'est passé? C'est sûr que c'est pas du joli. Hein. Qu'est-ce qu'on a comme affaire criminelle qui s'est passée sur Annonay? Alors, on a vol de la bourse de 2 paysans. Bon, il n'y a pas grand-chose. On sait juste que les parties du procès sont Pierre Tagot et Françoise Gache. Ça s'est passé en 1698. C'est pas très probant. On va aller voir d'autres choses. Alors, on va aller sur Annonay directement. Annonay, qu'est-ce qu'on a sur Annonay? Annonay, Ardèche, France. Parfait. On a même 3 fois notre ville d'Annonay qui est mise sur les archives départementales de Haute-Garonne. Alors, qu'est-ce qu'on trouve directement dessus? Le 15 janvier 1735, plainte à la justice de Macla, je suppose que c'est Macla parce que Massias, ça n'existe pas, de Jeanne ou Isabeau Choron, veuve d'Antoine Juiry. Son mari, boucher à Macla, est parti en octobre 1732 vendre des pots et des graisses à Annonay et il n'est jamais revenu. On a retrouvé son chapeau et certains de ses habits dans la rivière, à Annonay. Les soupçons se portent sur ses accompagnants. Nicolas Nizier, un des enfants trouvés de la Charité de Lyon, et sa femme Marie Mélier. Le 31 mars 1735, Jeanne Charon, hors d'état par sa pauvreté de poursuivre par les voies ordinaires de la justice le meurtrier de son mari, s'en remet au procureur du roi d'Annonay, qui porte plainte le 3 avril 1735. On ne sait si le boucher a été assassiné pour être volé ou si, ivre, il a été emporté par la rivière alors en crue. Sentence le 23 décembre 1735, le dit Nizier sera appliqué à la question ordinaire et extraordinaire, jugé au Parlement le 24 mai 1735. Ensuite, on a une procédure de la justice royale inférieure d'Annonay entre le procureur fiscal
et André Chevillon dit Saint-André pour vol avec effraction. Bon, c'est des petites affaires. Je vais essayer d'en trouver une plus grande. Procédure de la Chambre de l'édit à la requête de Nicolas Vert, maître chapelier, pour Marie Garnier contre un groupe de femmes catholiques pour l'enlèvement et la séquestration de Marie Garnier, protestante, au couvent de Sainte-Marie. Sympa. Querelle à propos d'un mur mitoyen entre la maison de Pierre Fort et celle de Marianne Frigière, fille d'Antoine Bonardel. Procédure devant le bailliage d'Annonay entre Jean-Marie des Français, baron de Touraine et Andance, du coup. Donc je pense que c'est baron de Thorinque et Andance. À mon avis, ils se sont trompés sur Toulouse. Chevalier des ordres de Notre-Dame du Mont-Carmel et Saint-Lazare de Jérusalem, conseiller du roi, lieutenant général au bailliage d'Annonay, et Justine Bouvier, veuve de Jacques Séguré, maître boulanger pour Stelliona. Donc on trouve beaucoup d'affaires. Évidemment, on n'a pas tout. On a le condensé qui est noté sur les archives départementales. Donc si vous avez des questions, je suis disponible. Alors ensuite, on va aller voir ce qui s'est passé sur Tournon. Qu'est-ce qu'on a alors sur Tournon? Tournon-sur-Rhône. Que s'est-il bien passé à Tournon? Alors, on va enlever Annonay. On a 17 résultats. Qu'est-ce qu'on a? On a des vols. On a le procureur fiscal de Tournon qui porte plainte le 20 juin 1783 contre Jean Marchal, maçon et tailleur de pierre. Ce dernier s'est en effet introduit dans plusieurs maisons de particuliers de la ville de Tournon et a commis divers vols. Voilà, on a ça. On a l'affaire directement du meurtre d'un fratricide, du coup, et Madame Dame Paul de Desbos qui porte plainte pour le meurtre de son mari par le frère de ce dernier. L'accusé, il a été condamné à payer une amende de 1300 livres, à la confiscation de 2 tiers de ses biens, un tiers revenant à sa femme et ses enfants, à être exécuté, bras, jambes et reins rompus sur un échafaud dressé sur l'occasion, sur la place publique de la ville, puis jusqu'à ce que mort s'en suive. Il sera exposé sur une tour, la face tournée vers le soleil. C'est sympa, hein, ça s'est passé en 1698. Ah, ils étaient inventifs. Ils étaient inventifs. On va regarder si on trouve le fameux crime de Saint-Paulien. Est-ce qu'on a Saint-Paulien? Elle s'appelle. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des crimes qui ont été commis à Agde. Enfin, on a un peu de tout. Issingeau. Voyons voir ce qui s'est passé à Issingeau. On a quelques crimes qui se sont passés à Issingeau, donc autant aller vérifier. Le 14 mars 1760, plainte de Pierre Barlet, sa requête ayant pour objet le vol à son père d'un cheval 13 ans auparavant. En août, selon lui, ce cheval portait une besace remplie d'une forte somme. Barlet accuse Jean Poulain de s'être emparé de la bête. Celui-ci affirme qu'il a bien acheté ce cheval au père de Barlet, qu'il est bien parti en selle sur la bête, mais que tout ceci était du consentement du père Barlet, sans filouterie ni tricherie de sa part. Sentence le 16 juillet 1760, avons reçu les dites parties en procès ordinaire, ce faisant, avons converti l'information en enquête. Il n'y a pas grand-chose. Contestation d'une saisie de biens après contestation par Claude de l'héritage perçu par Anne Rousset après la mort de son oncle Besson. Procédure devant la justice seigneuriale d'Issingeau entre Antoine Dumont et Tanquin pour port d'armes. Attroupement, tentative d'assassinat. Tanquin, ok. Je sais pas qui c'est.
Et qu'est-ce qu'ils disent sur ça? Ça s'est passé en 1686. Port d'armes, attroupement, tentative d'assassinat contre Antoine Dumont. Dumont avait été se plaindre à la servante du dit Tanquin que son bétail avait fait des dégâts dans son champ. Le dimanche passant devant la maison de Tanquin, il fut agressé. Donc on a ça. Comme vous pouvez voir, c'est assez riche, hein. Donc je vous invite vraiment à aller dépouiller les sacs à procès, que ça soit sur le Parlement de Toulouse, donc sur les sites des archives départementales de Haute-Garonne, ou sur le Parlement de Montpellier. Mais là, c'est sur place. Ils ont très très peu de choses indexées sur les archives de l'Ancien Régime au niveau judiciaire. On va essayer de voir si, avec un nom, on trouve quelque chose. Non, non plus. Est-ce qu'il trouve quelque chose avec le nom? 12 réponses. Alors là, on a quoi? Alors là, on a dans le dossier est évoqué un procès devant les ordinaires de Saint-Cyrgue-en-Montagne contre François Bonnefoy père, sa femme Marianne Tessier, je suppose. Tessa, ça n'existe pas. Le dossier lui-même concerne les poursuites au sénéchal Dupuis contre François Bonnefoy, 22 ans, et Pierre Sorty, accusés conjointement de plusieurs vols à Saint-Cyrgue, dont un vol d'étoffe à un tailleur avec effraction. Ok. Donc on a vraiment plein de choses. Meurtre d'André Bonnefoy, plus menace et coups sur Marguerite Gourdon. C'est passé où ça? À Chauillac en Lozère. Ok. Gourdon Marguerite, veuve de Bonnefoy André. Bonnefoy dit soldat du lieu de Chauillac, frère d'André Bonnefoy. Justice de Saint-Chély-d'Apcher. Donc on est en Lozère, effectivement. Donc là, on a quoi? On a un procès pour usage de faux. Par rapport à qui? Jeanne, damoiselle, femme de Jean de la Terne. Le procureur général du roi pour Bernard Bonnefoy. Donc on a ça. Est-ce qu'on a des noms très spécifiques? Non, ce nom-là, on l'a pas. On n'a pas non plus. Joubert. On va essayer de voir s'ils ont quelque chose avec Joubert. Joubert, il y a 3 réponses. Procédure de l'amirauté d'Aigues-Mortes entre Vincent Fantas, Jean Petit, Dominique Chémon, Barthélemy Juvenel, Daniel Juvenel, Bertrand Naut, Pierre Vitou, Jean-Pierre Poussignan, Frère Auvert, Pierre Gros, pour coups et blessures, menaces et injures orales. Ok. Donc on a pas mal d'infos. Mourgue. Est-ce qu'on a des choses sur les mourgues? Ah, on doit avoir des choses sur les mourgues apparemment. Ok. Qu'est-ce qu'on a sur les mourgues? On a 13 réponses. Est-ce que si on met... Voilà, si on met la juridiction du puits, on va avoir tout. Il y a 131 crimes. Excès violences, conflit de juridiction, suicide. Un prisonnier incarcéré dans les prisons du chapitre de la cathédrale du Puy est trouvé pendu. Le notaire procureur d'office poursuit l'affaire devant le juge du cloître, dépendant du vénérable chapitre. Le curateur fait appel de la sentence. Ok, donc apparemment, il se serait suicidé, mais bon. Voie de fait, remise de procédure. Le fils d'un vieux marchand du Puy a été agressé par Sigaud, qui, quoique condamné par contumace, a assez d'influence au Puy pour faire traîner le procès, d'où toute une suite de défenseurs accusés d'entraver la justice. Sigaud Marc-Antoine, surnom Deloude. Ok. Procédure du sénéchal Dupuis entre Jacques Fabre et Ginoux pour vol et stélionnat. On a les vols et les larcins. On a vraiment pas mal de choses. Donc, je vous ai fait une petite démonstration de ce qu'on pouvait trouver en ligne. Évidemment, la majeure partie des archives, vous pourrez les trouver uniquement sur place.
sur place aux archives départementales donc de Haute-Garonne, ou aux archives nationales, ou aux archives de Montpellier, ou aux archives départementales du lieu où a eu le crime. Voilà pour les informations que je pouvais vous donner pour cette session avec cette présentation. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et à partager, et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux lives. À bientôt. Ah, il n'y a pas de souci. C'est flouté. Ah, comment c'est possible ça? Écoutez, si vous êtes encore là directement dans le chat, parce que je vois que vous êtes là, j'ai fini sur Instagram, mais si vous êtes là sur le chat, je peux échanger avec vous. Vous voyez pas, c'est flouté. Comment c'est possible que ce soit flouté? Ok. J'arrive après la guerre. Ah, dommage. Je suis disponible si vous avez des questions. En attendant, si vous avez des questions, je vais mettre la petite musique donc d'accompagnement. Hop. Donc voilà pour cette présentation. Donc maintenant, je suis à vous pour la session des questions. Je suis en train de lire directement le chat. Voilà, si vous avez donc trouvé un fait divers qui s'est passé sous l'Ancien Régime à partir du Moyen Âge jusqu'en 1789, vous pouvez retrouver éventuellement sur le Parlement de Toulouse pour toute la juridiction concernant les départements du Sud-Ouest, le Velay et l'Ardèche. Ça, vous avez directement les plus gros crimes qui ont été jugés au Parlement de Toulouse.
comme j'ai pu partager sur la page récemment. Et vous avez également, à partir de 1790, vous avez la série U qui se met en place. Et là, vous allez avoir donc tout ce que j'ai dit, la justice de paix, vous allez avoir la justice civile, la justice pour les prud'hommes, enfin voilà, tout ça qui va être mis en place petit à petit et qui va mettre fin, bien évidemment, au pouvoir des seigneurs et du roi, puisqu'il n'y aura plus de roi à part sous la Restauration. Voilà. Donc si vous avez des questions, je vous écoute. Sachant que je dois surtout lire, étant donné que je ne peux pas faire intervenir quelqu'un en live, car sur Facebook, on n'a pas cette possibilité pour l'instant, ce qui est dommage. Bon, de toute façon, en soi, je vois que là, vous êtes, je ne sais pas si vous êtes encore sur le live. Bon, je vois que vous êtes parti. Donc, ce que je vais faire, je vais clore cette présentation et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle présentation avec de nouvelles thématiques. À bientôt!